Le chemin le plus rapide pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, c'est premièrement d'apprendre à gagner le plus d'argent possible, deuxièmement d'avoir un niveau de vie qui va être le plus bas possible pour augmenter au maximum ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Plus tu vas investir, plus tu vas être capable de générer un capital important et donc éventuellement d'augmenter tes revenus, jusqu'à un moment donné atteindre éventuellement le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc il y a bien évidemment un équilibre à trouver à l'intérieur et ça chaque personne va être libre de déterminer l'équilibre qu'il souhaite avoir en fonction des revenus qu'il sera capable de générer, les loisirs qu'il souhaite avoir, le niveau de vie qu'il souhaite avoir, etc., etc. Mais globalement, la frise que je t'ai donnée tout à l'heure et les étapes, c'est vraiment celle à suivre pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Là dans cette vidéo, je vais me focaliser sur l'une des principales erreurs auxquelles beaucoup de personnes sont confrontées et qui retardent même quelquefois de plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années, l'atteinte éventuelle du statut d'indépendance et de liberté financière. Et ce sujet, c'est celui de l'achat de la voiture. Alors tu vas voir que beaucoup de personnes ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais essayer d'étayer mes propos de la meilleure manière possible, avec des éléments concrets, en t'offrant peut-être certaines pistes de réflexion, et puis après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que l'achat de la voiture, si tu le fais correctement, ça peut te permettre de limiter quand même un petit peu la casse, parce que c'est vrai que si tu es à la campagne, avoir une voiture, ça reste quand même obligatoire. Moi, j'ai vécu pendant des années à la campagne, et avoir une voiture, c'était quand même quelque chose d'obligatoire, et derrière, voir un petit peu l'impact que ça peut avoir, si on achète par exemple une voiture neuve à crédit, de voir ce que ça peut avoir comme impact au niveau de tes finances, et puis peut-être sur le retard que ça peut te donner pour l'atteinte de ton statut d'indépendance ou de liberté financière. Quelques chiffres quand même pour commencer, et je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos si tu veux revenir directement aux sources officielles comme d'habitude. On se rend compte que le transport, ça reste quand même un poste de dépense important, puisqu'en France, en moyenne, on est entre 11,8 jusqu'à 12% à peu près en moyenne dans les ménages d'argent qui est dépensé chaque mois pour le transport. Alors ça peut être la voiture, ça peut être le bus, ça peut être l'avion, ça peut être le train, peu importe, mais globalement tu vas voir que dans cette vidéo on va se focaliser principalement sur la voiture et que parmi les gros postes de dépenses, on va avoir bien évidemment le transport, on va avoir la nourriture et on va avoir également aussi le loyer. Et ça, le loyer principalement, ça va dépendre de l'endroit où est-ce que tu vas vivre. À Paris, le loyer va pas du tout être le même que celui de Lyon, qui va pas du tout être le même que celui de Marseille. Je t'ai mis quelques exemples là de prix à l'écran. Donc bien évidemment que les dépenses liées auprès des plus gros postes que je t'ai cités tout à l'heure, donc le transport, la nourriture et puis également aussi le loyer, ça va dépendre aussi principalement de l'endroit et de tes contraintes personnelles. Donc principalement, le récapitulatif quand même du coût de la vie en France, c'est que pour une famille de 4 personnes, les coûts mensuels en général, ils sont estimés à un peu plus de 3200 euros sans loyer, si on ne prend pas en compte le loyer. Le coût mensuel estimé pour une personne seule, c'est 911 euros sans loyer. Et le coût de la vie en France est en moyenne 9,3% inférieur à celui des États-Unis. Et le loyer en France, il est également aussi en moyenne nettement moins cher que celui des États-Unis, puisqu'il est 52,3% moins cher que dans ce pays. Par contre, si on se focalise aux États-Unis, on voit que le côté transport, donc notamment l'achat de la voiture, c'est quelque chose qui est très présent. Ça l'est quand même aussi en France, mais dans une moindre mesure. Aux États-Unis, ça reste quand même le deuxième plus gros poste de dépense. Tu vois, en premier, on a les housing, donc ça reste le loyer en fait. Le loyer, c'est le premier gros poste de dépense. Et ensuite, c'est directement la voiture. En France, ça va dépendre des ménages, ça reste un gros poste de dépense, mais voilà, c'est quand même pas aussi important qu'on est capable de retrouver aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on achète une voiture, on va beaucoup attribuer le type de voiture directement au statut de la personne. Il y a des personnes qui vont adorer avoir une jolie voiture parce que déjà ça peut être une passion, mais également aussi parce que ça leur permet de se sentir bien, de montrer qu'ils ont réussi. On a envie de montrer que nous aussi on a de l'argent et puis bien en fait se faire voir des autres tout simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui juste par rapport au statut social et de ce que ça peut représenter dans la société vont s'endetter et des fois s'endetter fort pour acheter des voitures neuves. Et je t'ai mis là à l'écran le prix moyen en fonction des différents pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, d'une voiture neuve en moyenne. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais en tout cas en France, tu vois, le prix moyen d'une voiture neuve, c'est à peu près 26 000 euros. Donc là, on va faire quelques pronostics sur un site pareil que je te mettrai dans la description de la vidéo et qui va nous permettre de voir le coût en fait véritable d'une voiture, de ce que ça peut nous coûter véritablement après l'avoir achetée neuve sur une période par exemple de 5 ans. Donc là, j'ai fait plusieurs pronostics, alors c'est exprimé en dollars, bien évidemment, c'est plutôt un site à la base américain, mais c'est juste pour te permettre de mettre en perspective les informations que j'essaye de te partager quand même dans cette vidéo, parce qu'il n'y avait pas ce genre de site qui existait pour la France. Donc j'ai pris le cas d'une Honda de 2019 et le prix que ça coûterait pour pouvoir la détenir en fait sur 5 ans. C'est-à-dire que si on l'achetait cash, c'est une voiture qui nous coûterait à peu près 26 000 $.
Par contre, le vrai coût de détenir ce genre de voiture, parce que bien évidemment, si tu détiens une voiture, bah ça coûte cher, faut la réparer, éventuellement la financer si tu l'as acheté avec un crédit conso, il y a des taux d'intérêt, c'est en plus une voiture qui va se déprécier, tu vas peut-être avoir des frais, il y a une assurance à payer, il y a une maintenance, il y a l'essence aussi, etc., etc. Donc globalement, on estime que pour ce genre de modèle-là, malgré le fait que tu puisses l'acheter neuf, on considère que sur 5 ans, le vrai coût pour détenir cette voiture, ça serait à peu près 50 000 $. Et puis en dessous, tu vas avoir les différents coûts qui sont liés à la détention de ce genre de voiture. Donc tu vas retrouver l'essence, tu vas retrouver les frais de réparation, tu vas retrouver l'assurance, etc., etc. C'est exprimé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, donc c'est à remettre aussi en perspective par rapport à ce que nous, on a en France. Mais globalement, il y a quand même une grosse différence entre le coût d'achat et puis globalement ce que ça va te coûter sur la durée. Une voiture, à part le cas vraiment des voitures de luxe, tu vas clairement pas l'acheter, surtout neuve, pour gagner de l'argent. D'autant plus qu'on sait que quand on achète une voiture neuve, au moment où tu vas la sortir du concessionnaire, déjà, de facto, elle va perdre 20% de sa valeur. Et puis ensuite, tu vas avoir une dépréciation qui va augmenter comme ça au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quelque chose qui va peser sur la balance. Je me suis amusé à regarder d'autres modèles, comme par exemple les Tesla Model 3. Donc, c'est une voiture qu'on achète un peu plus de 35 000 $. Et le coût de détention sur 5 ans, ça coûterait à peu près 60 000 $. Donc, presque un peu moins de 2 fois plus que son coût d'achat neuf au tout début. Et donc là, tu as la répartition avec la dépréciation du coût de la voiture, les frais, les taxes, le financing, donc ça correspond au taux d'intérêt si tu as acheté à crédit et l'argent que ça va te coûter pour rembourser en fait ton crédit conso, l'essence, l'assurance, les réparations, la maintenance, etc., etc. Je me suis amusé aussi à regarder un autre modèle, une Fiat 500, donc une Fiat 500, 5 années de détention, tu peux l'acheter donc à peu près à 17 800 $, et là on serait sur un coût de détention d'à peu près 50 000 $ avec la répartition qu'il y a derrière. Donc on se rend compte en fait que les voitures, c'est un vrai gouffre financier et pas que juste pour l'utiliser, même si tu l'utilises pas beaucoup, il y a l'assurance à payer, même si tu te déplaces pas beaucoup et que tu diminues au maximum les frais d'essence, pour peu que tu l'aies acheté neuf et que tu l'aies acheté avec un crédit conso, tu vas avoir des frais importants à payer, il va y avoir la dépréciation de la voiture, donc tout ça, c'est quelque chose qui va rentrer vraiment dans la balance. Maintenant, je voulais te représenter ce graphique là à l'écran qui représente la dépréciation de la valorisation d'une voiture au fur et à mesure du temps, et en moyenne, une voiture sur une période de 20 ans va déprécier en termes de valorisation d'à peu près 15% par an, et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, moi je préfère mieux acheter une voiture neuve, quitte à ce que je l'achète à crédit, parce que au moins j'aurai moins de problèmes de réparation, ce qui n'est pas vrai, tu auras des problèmes de réparation avec une voiture neuve, tout comme tu auras des problèmes de réparation avec une voiture qui peut être d'occasion. Je te parle pas d'une bagnole qui va avoir 20 ans bien évidemment, mais tu vois, une voiture qui va avoir entre 4 et 5 ans, tu arrives sur un niveau d'inflexion qui est super intéressant, parce que souvent tu vas avoir des voitures qui fonctionnent bien, qui ont peut-être un certain kilométrage mais qui vont quand même bien fonctionner, et avec une décote quand même importante. Là, on t'estime en moyenne que si tu prends entre 4 et 5 ans, tu as une décote entre 50 et 60% du prix de la voiture par rapport à son prix neuf. Donc pour moi, si l'objectif de ton côté, c'est d'avoir un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B, même si au début, la voiture, ça peut être ta passion, c'est vraiment un truc qui te plaît et tout, moi je sais que c'est facile de parler comme ça, parce que c'est pas le cas pour moi, et je m'en fous clairement en fait des voitures, mais peut-être que pour toi, c'est pas le cas, et peut-être que pour toi, c'est important. Mais après, le choix, je pense que c'est judicieux de se poser la question, de se dire, tiens, si je veux atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, et si j'ai des petits revenus, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture neuve à crédit, et en plus de ça, une grosse voiture neuve, une voiture qui coûte cher, tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, acheter un produit qui va se déprécier en plus de ça à crédit avec un effet de levier, c'est super destructeur, et ça va énormément te ralentir en fait dans l'atteinte de ton statut d'indépendance et de liberté financière. Donc pour moi, si tu as à peu près la même mentalité que moi, tu vas raisonner en fait d'un point de vue pragmatique. Tu vas te dire, ok, moi j'ai besoin d'un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B, l'acheter neuf, j'ai compris que c'était clairement pas la meilleure solution pour pouvoir économiser de l'argent, parce que là, machinalement, je vais avoir un produit qui va énormément se déprécier et qui va pas me faire économiser de l'argent comme ça avec le temps. Quand bien même, tu as des personnes qui vont te dire, oui, mais je vais avoir moins de réparation si j'achète une voiture neuve. Pareil, c'est du bullshit, tu vois. Je te l'ai montré tout à l'heure. Tu peux avoir des voitures qui ont 4-5 ans qui vont demander moins de réparation qu'une voiture neuve. Là, tu vois, le côté réparation, maintenance et tout, même avec une voiture neuve, ça coûte la peau des fesses. Donc, c'est pas vrai de dire que quand tu achètes une voiture qui a 4
4 ou 5 ans, tu vas avoir plus de réparation qu'une voiture qui va avoir, qui va être totalement neuve. Voilà. Bon, après, ça dépendra des modèles, il y a tellement de disparités différentes là-dessus, mais je pense que tu as compris mon point de vue. Et pour moi, le plus intéressant, c'est de se dire, voilà, si j'ai besoin d'un moyen de locomotion, parce que j'ai pas le choix aujourd'hui, j'habite à la campagne, j'ai besoin d'en acheter, si possible, essaye d'acheter une voiture un petit modèle, hein, un truc qui va te permettre de te déplacer, qui va être d'occasion, donc entre 4 et 5 ans, comme je te l'ai mis là avec le point d'inflexion. Si tu peux éviter de l'acheter à crédit, c'est encore mieux, parce que là, tu vas avoir des taux qui sont juste abusés et tu vas te faire avoir. Si par contre, tu n'as pas le choix et que tu dois acheter à crédit, voilà, reste sur une voiture d'occasion, s'il te plaît, surtout si tu n'as pas les finances pour, n'achète pas une grosse voiture tout de suite, parce que rapidement, tu vas te mettre des grosses épines dans le pied, et ça va énormément te ralentir dans l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc pour moi, il y a plusieurs points importants à retenir. Premièrement, si tu dois te procurer une voiture, évite d'acheter cette voiture neuve, puisqu'une voiture qui va avoir 4-5 ans, elle peut être achetée à moitié prix par rapport à son prix de sortie directement du concessionnaire, et que le simple motif de dire je vais acheter une voiture neuve parce que finalement j'aurai moins de réparation qu'une voiture qui a 4-5 ans, comme je te l'ai montré, c'est pas vrai dans l'écrasante majorité des cas. Ensuite, si tu peux acheter une voiture et si tu dois acheter une voiture et que tu as de l'argent de côté, évite de contracter un crédit pour pouvoir le faire, parce que souvent les taux pour acheter une voiture, on va donner des crédits conso, c'est des taux qui sont super élevés en moyenne, et c'est absolument pas intéressant pour toi. Ça va être vraiment un gros frein pour l'atteinte éventuelle de l'indépendance ou de la liberté financière. Ensuite, la meilleure des solutions, mais ça c'est pas accessible à tout le monde, c'est si tu peux te débrouiller sans acheter une voiture, bah en fait vraiment le faire. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions si tu peux, encore une fois, si tu peux trouver un travail plus proche pour limiter le transport, si tu peux négocier du télétravail, etc. etc. Si tu es dans les grandes villes, par exemple, utiliser plutôt les transports en commun. Je sais que pour ceux qui sont à la campagne, ça sera pas possible, mais si tu as la possibilité de te débrouiller sans bagnole, c'est le mieux. C'est le mieux parce que c'est clairement un gouffre financier. Mais si tu peux pas, il y a des personnes bien évidemment qui ne pourront pas le faire, bah, éviter d'acheter une grosse voiture, éviter d'acheter neuf, éviter d'acheter à crédit, c'est des points super importants. Éviter également aussi de voir la voiture au départ comme un produit plaisir, surtout au début, et surtout si tu as pour objectif d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière. Au début, considérez plutôt la voiture comme un produit utilitaire, un moyen de te déplacer d'un point A à un point B, et une fois une situation financière éventuellement plus avancée, tu pourras éventuellement décider d'acheter un autre véhicule pour te faire plaisir. Malheureusement, si tu fais pas comme ça peut vraiment retarder l'atteinte de tes objectifs financiers, et je pense avoir été clair depuis le début de cette vidéo à ce sujet. Enfin, un autre point important selon moi, c'est d'essayer d'être un peu plus débrouillard, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir par exemple des petites réparations sur ta voiture, ça peut être changer une ampoule, vérifier le niveau d'huile, gonfler les pneus, changer le balai d'essuie-glace, ça sert à rien d'aller voir ton garagiste pour lui demander de faire ça à ta place. Tu vas casquer, tu vas payer extrêmement cher pour un truc que tu pourrais faire toi-même de ton côté. Et tu peux en plus de ça trouver rapidement des tutoriels sur YouTube ou sur Internet, donc vraiment, n'hésite pas. Je te demande pas d'être un spécialiste de la voiture et de remplacer le travail d'un garagiste, c'est un métier en tant que tel, hein, donc tu vas pas te transformer en garagiste comme ça du jour au lendemain, mais simplement si à un moment donné des petites réparations à faire, bah, tout l'argent que tu pourras économiser et que tu ne mettras pas là-dessus, bah, ça sera toujours de l'argent en plus que tu pourras utiliser pour pouvoir investir, pour pouvoir te former et éventuellement accélérer l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc pour moi en fait, acheter une voiture neuve à crédit, avec un effet de levier, etc., c'est un coût d'opportunité qui est énorme, parce qu'en fait, tout l'argent que tu vas mettre dans la voiture, c'est de l'argent que tu ne pourras pas mettre autre part, et c'est de l'argent que tu ne pourras pas mettre dans tes investissements, et c'est ces investissements-là qui vont te permettre éventuellement d'évoluer et d'atteindre le statut éventuel d'indépendance ou de liberté financière. Pour que tu puisses avoir une vision un peu plus claire de tout ça, je t'ai pris un exemple là, que je te présente à l'écran, dans le cas d'une personne qui va avoir acheté en 2018 une voiture à 26 000 €, qui est à peu près le coût moyen d'une voiture neuve en France, et une autre personne qui n'aurait pas acheté cette voiture-là à 26 000 € en 2018, mais qui aurait placé ce même capital sur les marchés financiers à l'aide d'une gestion passive en utilisant les trackers et les ETF. Donc c'est un sujet que je parle en long, large, en travers sur cette chaîne YouTube. Et là, j'ai pris un cas très très simple. Donc au lieu de faire un portefeuille ultra compliqué, complexe, etc., il a pris ses 26 000 € en 2018 et il l'a investi via un ETF, via un indice qui va suivre en fait les performances du MSCI World. Donc si on regarde les performances entre 2018 et 2023, c'est quelqu'un qui aurait placé 26 000 € en 2018 et ces 26 000 € se seraient transformés en un peu plus de 47 000 € sur 2023, avec un rendement annualisé de 14,21%. Par contre, si on regarde les performances de la personne qui aura acheté la voiture, si on regarde 5 ans après, bah, bien évidemment, les 26 000 €, la voiture, elle n'aura plus cette valorisation-là, elle aura peut-être perdu 50 ou 60% de sa valorisation, et si en plus de ça, on prend en considération que la voiture a été achetée à crédit, bah, y a des taux d'intérêt qui sont super élevés, les frais de réparation, les frais d'essence, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Donc on a d'un côté quelqu'un
qui aura gagné de l'argent sur cette période, et plus on va investir sur le long terme, plus on va vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés. Et de l'autre côté, si tous les 5 ans, à chaque fois on rachète une voiture neuve, et en plus de ça, une voiture neuve à crédit, à chaque fois c'est un effet de levier qu'on utilise et qui va nous ralentir énormément dans l'atteinte de nos objectifs personnels. Donc je suis pas en train de te dire dans cette vidéo qu'il faut pas que tu achètes une voiture, bien évidemment tu fais ce que tu veux et ça ne regarde que toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout l'argent que tu ne mettras pas dans ta voiture et que tu investiras sur les marchés financiers ou dans d'autres classes d'actifs que je te présente depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, c'est ça qui va te permettre éventuellement d'atteindre à un moment donné le statut d'indépendance ou de liberté financière. On s'en fout de montrer aux gens qu'on a une belle voiture parce que potentiellement on a réussi, etc. etc. Parce qu'on sait souvent que c'est du flan et que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quoi qui est le plus important pour toi? C'est de prétendre que tu es riche en montrant aux autres que tu as une super voiture et que, entre guillemets, tu as réussi alors qu'en fait tu l'as payé à crédit et que tu bouffes des pâtes tous les soirs parce que tu n'es pas capable aujourd'hui de joindre les deux bouts, ou alors de rouler avec une voiture qui va peut-être être un peu plus modeste et d'utiliser cet argent-là pour investir sur les marchés financiers, pour peut-être à un moment donné atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, et peut-être à un moment donné aussi te permettre d'acheter une plus grosse voiture, ce qui te fera plaisir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui est le plus important pour toi? Et j'ai pas la réponse de toute façon, ça sera à toi de la déterminer, mais je pense que c'est là vraiment le cœur et l'idée que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert sur plusieurs jours que tu peux rejoindre. Tu as le lien dans la description de la vidéo, tu verras, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.